En 2013, la commission ad hoc du Conseil de l'Europe soulignait que les élections nationales observées à Monaco avaient permis aux Monégasques d'élire librement leurs représentants au Conseil national parmi 3 listes de candidats. Elle relevait aussi que le fort taux de participation témoignait de l'attachement des Monégasques à la démocratie représentative dans la principauté. Mais comment fonctionne concrètement ce processus électoral ? Quelles en sont les particularités et quelle place occupent les élections dans l'équilibre institutionnel monégasque ? Je m'appelle Julien Beltrandi, je suis délégué jeune de la Principauté de Monaco au sein du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Dans ce podcast, Mounégou On Air, je vous propose d'explorer les institutions monégasques à travers des entretiens avec celles et ceux qui les font vivre. Et pour ce 2e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Marjorie Crovetto, 2e adjointe au maire et élue communale depuis 2007. Mais c'est surtout et avant tout les jeunes que je voudrais être entendus et compris. Mon propos n'est pas de débiter des phrases vides de sens et de faire des vaines promesses pour le présent et l'avenir. Mais je voudrais surtout, en faisant un bilan aussi complet que possible de la situation de la principauté dans l'actualité, intéresser et associer la jeunesse monégasque aux destinées de leur pays. Nos jeunes compatriotes ne peuvent ni ne doivent rester insensibles à celle-ci et se tenir en dehors de la vie politique et économique de leur patrie. Bonjour Marjorie Crovetto et merci d'avoir accepté de participer à ce 2e épisode du podcast. Julien, je te remercie beaucoup pour ton invitation. Donc avant tout, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quand remonte concrètement le développement d'une vie démocratique à Monaco ? Alors dans l'histoire, si les Monégasques connaissaient déjà des représentants qui agissaient dans la vie quotidienne de la cité, donc depuis le XIIIe siècle, il faut vraiment attendre la constitution de 1911, qui était octroyée par le prince Albert Ier, pour que les Monégasques puissent vraiment élire de représentants donc au Conseil national et au Conseil communal. Et est-ce qu'à l'époque, tous les Monégasques avaient le droit de vote ? Parce que par exemple, je sais qu'en France, il a fallu attendre 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de vote. À Monaco, qu'en est-il ? Alors les femmes ne pouvaient pas voter jusqu'en 1945, où elles ont pu voter seulement pour la commune. Et il faudra vraiment attendre donc la constitution de 1962, qui leur a conféré aussi le droit de vote pour les élections du Conseil national. Donc jusque-là, seuls les hommes pouvaient donc voter à ces élections. D'accord, donc il y a eu une différence entre le moment où elles ont pu voter aux élections communales et aux élections nationales. Tout à fait. D'accord. Merci pour cette précision historique. Donc désormais, il serait intéressant de savoir à qui incombe concrètement l'organisation des élections à Monaco. Alors l'organisation des élections incombe vraiment à la mairie de Monaco. Donc à ce titre, il faut savoir qu'elle gère d'abord la liste électorale. Donc cette liste est révisée chaque année par une commission. Cette commission est présidée par le maire et la liste va être communiquée à chaque candidat ou liste inscrite pour les élections. La mairie va également s'assurer de l'éligibilité aux élections communales et nationales. Donc ça aussi, je souhaite préciser que tous les électeurs qui sont âgés de 21 ans le jour du scrutin et qui possèdent la nationalité monégasque depuis au moins 5 ans peuvent être candidats aux élections communales. Et cet âge est porté à 25 ans pour les élections nationales. La mairie va également s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Donc, il faut savoir que les incompatibilités, qu'elles soient au niveau du conseil, des conseillers communaux ou des conseillers nationaux, ce sont les mêmes. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est qu'on peut être à la fois candidat au conseil national et candidat au conseil communal, on appelle ça un petit peu les bicéphales. C'est autorisé par la loi d'être à la fois conseiller communal et conseiller national. Donc, en fait, ce contrôle des incompatibilités, c'est vraiment un contrôle qui vise à éviter les situations de conflit d'intérêts. Ensuite, la mairie va également attribuer des emplacements d'affiches électorales, également la mise à disposition pour chaque candidat et chaque liste de salles où se tiendront les élections électorales. Donc souvent, c'est un tirage au sort. Il faut savoir que donc, l'organisation des élections mobilise beaucoup de services, donc beaucoup de personnel de la mairie. Par exemple, on fait appel aux services techniques communaux, on fait aussi appel bien sûr aux services financiers ou encore aux services de la communication, puisqu'il y a un gros travail de communication aussi qui est fait. Donc la mairie collabore aussi avec le gouvernement, notamment pour la mise à disposition de la salle où se déroulera le scrutin, mais aussi avec des associations comme la Croix-Rouge qui va assurer une présence de secouristes le jour des élections. Il y a également une communication avec le palais de justice qui sera en charge de vérifier le casier judiciaire des candidats, bien sûr, avant les élections. Le secrétariat général de la mairie s'occupe de la coordination générale des élections,
mais également de la formation du personnel au dépouillement, comme de la vérification et du comptage des résultats le jour du scrutin. On va faire vraiment des séances de mise en situation, donc sur place, dans la salle vraiment de dépouillement. Et donc chacun va pouvoir comprendre son rôle et vraiment être au point pour le jour des élections. La police municipale joue encore aussi un rôle important puisqu'elle est mobilisée le jour du scrutin et elle surveille et contrôle les cartes d'électeurs et les pièces d'identité. Et effectivement, elle va également compter le nombre d'enveloppes le jour des élections. En 2023, il y avait eu les élections du Conseil national et du Conseil communal en l'espace de quelques mois. Est-ce que ça a représenté une charge supplémentaire pour la mairie qui est chargée de l'organisation des élections ou cela a été fait de manière naturelle par... Alors effectivement, cette situation se reproduit tous les 20 ans. Donc c'est un réel défi pour la mairie qui doit donc mobiliser tout son personnel, donc ce qui prend du temps et donc ça prend vraiment des mois de travail et d'organisation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mutualiser le matériel mis à disposition et que d'un point de vue budgétaire aussi, certaines sommes sont affectées donc tant aux élections communales qu'aux élections nationales. Donc de ce côté-là, c'est assez intéressant. Et pour qui et quand votent les Monégasques ? Alors les Monégasques élisent les 24 conseillers nationaux tous les 5 ans et les 15 conseillers communaux tous les 4 ans. D'accord. Et donc, comme nous l'avons déjà vu dans le premier épisode vers lequel je vous renvoie, les attributions donc, de la mairie sont assez spécifiques. Et quelles sont celles du Conseil national ? Voilà, comment différencier les deux assemblées qui sont élues ? Alors ça n'a vraiment rien à voir, puisque le Conseil communal, c'est vraiment le pouvoir exécutif et le Conseil national, c'est vraiment le Parlement monégasque. Donc il a depuis la Constitution de 1962 les compétences législatives et budgétaires. Son rôle, c'est vraiment celui de co-législateur avec le gouvernement princier. Il est appelé à se prononcer sur les projets de loi, le budget de l'État ou de tout traité ou convention internationale affectant l'organisation constitutionnelle. Pouvez-vous nous expliquer les différences entre les élections du Conseil national et du Conseil communal, notamment en ce qui concerne le mode de scrutin ? Alors le mode de scrutin, donc c'est-à-dire c'est la manière dont le vote s'exprime et se traduit en siège au sein d'un organe représentatif. Donc il faut savoir qu'il est très particulier à Monaco. Donc pour les deux élections, il s'agit d'un scrutin au suffrage universel plurinominal avec possibilité de panachage. Cela veut dire que tout le monde vote pour plusieurs noms. Concrètement, même si un candidat peut se présenter individuellement, il s'agit d'un scrutin de liste. Alors l'électeur a quand même la possibilité d'effectuer des panachages. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est un panachage ? Alors en pratique, l'électeur va pouvoir enlever des noms sur les bulletins, sur les listes. Il va pouvoir également en ajouter ou pas en ajouter. C'est la possibilité de barrer des personnes et d'en rajouter d'autres. Alors il faut savoir que la pratique du panachage n'est pas une particularité monégasque puisqu'on la retrouve en France pour les élections municipales dans les communes qui ont moins de 1000 habitants. D'accord, merci beaucoup. Donc pour en revenir au mode de scrutin, comment se différencie l'élection des conseillers communaux et celle des conseillers nationaux ? Alors pour le conseil communal, pour être élu au premier tour, il faut la majorité des suffrages exprimés. Et bien sûr, pour que l'élection soit valide, il faut s'assurer qu'un quart des électeurs inscrits est voté. En cas de second tour, c'est-à-dire si tous les sièges n'ont pas été pourvus, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre de votants. Et en cas d'égalité parfaite en nombre de suffrages reçus, il faut savoir que c'est le plus âgé des candidats qui est élu. Par contre, en 2023, nous étions la seule liste candidate, donc bien sûr, nous sommes passés au premier tour et nous n'avons pas dû assister à un second tour. Merci pour cette présentation des différents modes de scrutin à Monaco dans le cadre des élections nationales et communales. Dans le cadre de votre fonction de représentante de la mairie de Monaco au sein du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, vous avez été amené à conduire certaines évaluations sur la démocratie locale dans d'autres pays européens. Pourriez-vous nous en dire davantage ? Oui, tout à fait. Alors, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe est un organe consultatif du Conseil de l'Europe. Il prépare régulièrement des rapports détaillés sur la situation de la démocratie locale dans chaque État membre, y compris bien entendu Monaco, et il veille à la mise en œuvre effective des principes de la Charte européenne de l'autonomie locale. Le contrôle exercé par le Congrès est principalement de nature politique et consultative, et il sert de référence aux autorités monégasques pour améliorer la transparence, l'équité et la participation démocratique lors des élections locales. Le suivi de la mise en œuvre des recommandations est assuré bien sûr par le Congrès. La seule institution monégasque concernée par le suivi du Congrès est la mairie de Monaco, et c'est ce qui explique vraiment la raison pour laquelle elle a des représentants dans cette instance.
Alors, à titre personnel, j'ai eu la chance de participer au suivi de l'application de la charte de l'autonomie locale au Luxembourg d'abord, donc pendant la période du Covid. Alors c'était un petit peu particulier parce que les rencontres se sont passées en visioconférence, mais j'ai pu discuter vraiment avec toutes les institutions gouvernementales, politiques, les assemblées élues, et également avec des intervenants de la société civile, donc des associations, et ce qui permet d'avoir vraiment une bonne idée du fonctionnement du pays et de savoir justement si la charte de l'autonomie locale est appliquée et si vraiment les pouvoirs communaux ont suffisamment de moyens en termes de budget et de droits pour exercer les compétences qui sont les leurs. Et donc j'ai récemment aussi participé à la commission de suivi au Liechtenstein. Donc là, j'ai été sur place, accompagnée d'un co-rapporteur. J'ai également participé plus récemment à une commission de suivi sur l'application de la charte de l'autonomie locale au Liechtenstein. Donc là, j'ai pu me rendre vraiment dans le pays, accompagnée d'un co-rapporteur qui était d'ailleurs le maire d'une commune de France, et également d'un expert qui venait de Turquie, et bien sûr d'une personne qui assurait le secrétariat au sein du Congrès. Et donc nous avons également rencontré toutes les personnes importantes du pays, le gouvernement, les assemblées élues, de nouveau les associations représentant la population. Et on a vraiment eu également une bonne approche de l'organisation du pays. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est les échanges que l'on peut avoir avec le pays que l'on rencontre. Et on fait aussi un peu un parallèle avec l'état dans lequel on vit. Et alors, bien sûr, moi, j'ai participé à la commission de suivi au Luxembourg et au Liechtenstein, puisque ce sont, comme Monaco, des micro-États. Donc c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu dans la même situation et on comprend mieux les enjeux réciproques entre micro-États. Comme je l'ai rappelé en introduction, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe était déjà venue en 2013 à Monaco pour observer les élections nationales, donc du Conseil national. Y a-t-il déjà eu d'autres observations des élections, notamment communales, à Monaco ? Alors oui, nous avons reçu en 2018 la visite de la commission de suivi de l'application de la charte sur l'autonomie locale et régionale du Congrès, donc, qui a donné lieu également à un rapport qui a été adopté le 28 mars 2018 au Congrès. Donc en fait, la commission a veillé et a regardé un petit peu où nous en étions par rapport à l'application des dispositions de la charte que Monaco avait ratifiée le 10 janvier 2013. Donc en fait, il y a l'observation des élections et ce suivi de l'application de la charte. Mais bien sûr, l'objectif est toujours le même, c'est faire progresser la démocratie locale et régionale et suivre son développement dans les États membres du Conseil de l'Europe. Et c'est vraiment la mission essentielle. Je vous remercie pour toutes ces explications qui, je l'espère, feront paraître les choses plus claires pour nos auditeurs. Julien, c'est nous qui te remercions pour l'intérêt que tu portes à nos institutions et notamment à notre commune. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Mounégou On Air. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous à la découverte des institutions monégasques. Assez rêvé,